Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ce premier sommet Apiculture et conscience coopérer avec les abeilles. Et aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Marina. Bonjour Marina. Bonjour Vincent. Voilà, donc Bonjour tout le monde. c'est un privilège de t'avoir aujourd'hui, compte tenu de tes compétences, notamment en apithérapie et de toutes les actions qui concourent à ce lien au vivant et à l'abeille. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi participer à cet événement fait-il du sens pour toi? Alors, déjà, apiculture et conscience, pour moi, ce sont deux mots très importants. Donc, apiculture, la culture de l'abeille. La culture de l'abeille, la culture, ce mot qui vient de cultus, en fait. C'est cultiver, mais aussi, ça peut comme cultiver la terre ou faire quelque chose vraiment de apporter de soi dans quelque chose, mais aussi soigner, mais aussi derrière, si on essaie de traduire du latin, il y a aussi l'aspect de vénérer, il y a aussi l'aspect même de honorer. Et donc, dans ce sens-là, apiculture, la culture de vénération de l'abeille, la culture de honorer l'abeille, ça me parle beaucoup. Et la conscience, aussi cet aspect, bon, je viens encore une fois à l'étymologie du mot, donc avec la science ou avec le savoir, je dirais, parce qu'il y a aussi pour moi une différence entre la connaissance et le savoir, mais le savoir, c'est quelque chose où on ira chercher à comprendre, non pas quelque chose qui nous a été donné par quelqu'un, ça a été expliqué, voilà, c'est ainsi, mais où il y a eu déjà un chemin qu'on a fait de aller chercher à comprendre, à connaître quelque chose. C'est un petit peu cette approche goetheanienne, parce que Goethe n'était pas que écrivain et poète, il était aussi botaniste, biologiste, et son approche était en fait de partir de l'observation toujours. De l'observation, et à partir de cette observation, si vraiment on est patient, alors là, le phénomène va montrer sa réalité, sa vérité. Et donc, avec conscience, avec la science, avec le savoir, effectivement, s'adresser à ce monde de l'abeille, disons, en plus dans le mouvement de toujours aller vers un nouveau savoir, vers un savoir amélioré par justement l'expérience et l'observation, ça me parle beaucoup. Et puis la conscience d'une manière générale, sans doute que tu vas me le demander de toute façon, mais je vais déjà toucher cet aspect. Une de mes co-créations, parmi les associations que j'ai co-créées, il y a le domaine de la chouette. Et là, nous avons eu un slogan, très beau slogan, qui en fait rime beaucoup avec le thème d'aujourd'hui. Le slogan est le suivant: par l'art et la nature, transformons ensemble nos consciences pour le futur. Donc au cœur de notre slogan, il y a conscience et la transformation de cette conscience. Donc la question pour moi se poserait: comment, avec une conscience, approcher le monde de l'abeille? Très bien. Donc déjà une belle introduction, Marina, et pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Tu es naturopathe, tu as créé, comme tu viens de le dire, plusieurs associations. Donc il y a une association qui s'appelle Happy Libre, qui est un rucher écologique, pédagogique, participatif, je crois. Et puis il y a une autre association qui s'appelle Happy Vital, qui est vraiment pour la promotion et le développement de l'apiculture naturelle et écologique. Et ensuite, tu viens de parler de la chouette, qui est ce rapport à l'art et à la nature. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, de quelle origine es-tu et qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à l'apiculture, l'écologie et à créer ces différentes associations? Alors, je suis d'origine russo-ukrainienne.
Et justement, là aujourd'hui, depuis ce matin, je lutte pour entrer vraiment dans la langue française parce qu'actuellement, je suis baignée dans la langue allemande, mais parallèlement, je parle l'anglais, le français et le russe. Donc tout ça dans la même journée. Donc du coup, vraiment, j'ai dû vraiment me concentrer, essayer un petit peu le matin de parler plus avec des gens que je rencontrais le français. Voilà. Et je suis arrivée en France il y a une bonne trentaine d'années. Et c'est vrai que la dernière vingtaine, j'habite de l'autre côté du Rhin, mais on se considère bien, enfin beaucoup plus du côté français. Mon mari, qui est aussi d'origine russe, n'est pas du tout germanophone, donc il considère qu'il dort en Allemagne, il vit en France. Nous adorons la France avec ses valeurs de liberté et aussi cet aspect de finesse et de l'amour pour la beauté. C'est ça ce que j'aime beaucoup dans la culture et j'apprécie beaucoup dans la culture française. Et donc voilà, ces multiples origines. Et qu'est-ce qui m'a amenée vers l'abeille? Donc j'ai déjà dit quelques mots à propos de mon mari et bien sûr je ne peux pas me séparer, bon ça fait 30 ans qu'on est ensemble, je ne peux pas complètement me séparer même dans cette interview de lui, parce que c'est vrai que c'est lui qui a commencé à s'occuper des abeilles. Il a été inspiré par un ami, le papa de son filleul, et ensuite quand on est à côté des abeilles, on ne peut pas ne pas tomber amoureux des abeilles. C'est quelque chose de tellement naturel que maintenant, quand je sors dans mon jardin, et si par hasard, il y avait une année où mon mari a emmené les ruches dans les montagnes, et je suis venue dans le jardin, et la première chose que j'ai ressentie, il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et en fait, il y avait plus de ruches dans mon jardin. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est mon mari donc qui m'a amené non pas dans l'apiculture parce que je ne suis jamais devenue vraiment apicultrice. Bien sûr, je l'aide physiquement, moralement, vraiment à tenir dans les valeurs que nous avons ensemble, disons, élaborées, ressenties, essayons de les incarner. Mais c'est clair que j'ai une entrée différente, personnelle à moi, vers le monde de l'abeille, qui est l'apithérapie. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer ces 3 associations avec ton mari? Alors, je vais te raconter ou vous raconter une histoire drôle, comment nous avons créé effectivement le rucher écologique, pédagogique, participatif, Api Libre, qui n'est pas une association, c'est un rucher participatif. En fait, mon mari avait quelques ruches pendant presque une quinzaine d'années. Il adorait ces ruches. Nous avons tous mangé beaucoup de miel. Et un jour, au printemps, il me dit « Oui, j'ai besoin d'élargir mon rucher, d'acheter ci, d'acheter ça. » Et moi, je lui dis, puisque j'étais un petit peu gardienne du budget familial, je lui dis « Écoute, André, cette année, en fait, on n'a aucun budget. Nous avons 4 enfants. Nous n'avons aucun budget pour que tu puisses acheter quelque chose pour ton rucher, élargir, faire des choses. » Et alors, lui, ça l'a tellement bouleversé qu'il a passé la nuit sans sommeil. Et le matin, il a dit, j'ai inventé quelque chose. Je ne dois pas le faire tout seul. Je dois le faire ensemble. Alors, je vais créer un rucher participatif. Il est allé au travail, il a exposé, donc lui, il est médecin, donc il travaille dans la recherche du cancer donc à l'université de Strasbourg. Il a exposé à ses collègues le concept et tout de suite, il a eu des adhérents à son rucher. Donc tous les collègues ont adhéré à son rucher participatif parce que il a dit, voilà, pour que je puisse commencer, il faut qu'au début de la saison apicole, j'ai un soutien matériel, donc ces adhésions que les membres du rucher versent au début du printemps. Avec ce soutien, je peux vraiment faire des choses, apporter, embellir, rénover quelque chose pour mes abeilles. Et ensuite, je vais partager tout ça avec vous. Le rucher est ouvert, vous pouvez venir avec vos amis, avec vos familles.
vous pouvez voir, apprendre, expérimenter, faire la récolte avec moi, extraire le miel avec moi. Et à la fin de la saison apicole, vers le mois d'août, vous allez recevoir du miel pour votre adhésion. Mais vraiment, lui, il voulait, voilà, il donne toujours beaucoup de miel. Et c'est un concept qui a très bien marché. C'est quelque chose, on a eu jusqu'à 70 adhérents par an. Et on est devenu comme une grande famille autour de l'abeille. En ce qui concerne nos autres créations, donc l'association Apivital, nous l'avons créée parce qu'on avait besoin d'un cadre associatif, un peu plus associatif, sur le plan peut-être d'abord administratif, mais aussi pour pouvoir accéder les autorités, pour pouvoir apporter notre vision de l'abeille à l'extérieur. Et pour ça, donc, nous avons créé l'association Apivital et pour le développement de l'apiculture naturelle et respectueuse de l'abeille. Et très rapidement, dans le mois même, dans le même mois, au mois de février, je crois, 2020, nous avons été invités par la Maison de la Biodynamie à rejoindre un groupe de personnes à Paris, pour une journée à Paris. C'était des personnes des différents coins de la France qui réfléchissent aussi au futur de l'abeille et qui réfléchissent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc tout de suite, voilà, je pense qu'on a cristallisé quelque part par la création de l'association Apivital, nous avons cristallisé quelque part notre défi de faire quelque chose pour les abeilles. Et dès qu'on l'a cristallisé dans la création de cette association, nous avons tout de suite eu l'occasion, effectivement, de trouver les autres personnes qui veulent la même chose et de faire quelque chose ensemble, ce qui a fait naître l'association déjà de l'ordre national, Donnons la parole aux abeilles, et de notre magnifique festival rencontre autour des abeilles et de l'apiculture naturelle, Sacrée Abeille. Voilà un peu sur nos co-créations. Merci Marina pour ce développement autour de ces associations. Et donc tu parles d'approche écologique et naturelle de l'apiculture. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que tu entends comme définition de cette apiculture dite naturelle et écologique selon toi? Alors, pour moi, comme naturopathe, peut-être c'est plus facile de partir du vivant d'une manière générale. Je pense que nous avons besoin de cette approche qu'on appelle en naturopathie approche holistique, c'est-à-dire de voir toujours disons l'entier dans la chose. Et donc dans les abeilles aussi, nous savons très bien qu'une abeille, n'est-ce pas, ce n'est pas vraiment un être individuel en soi. De toute façon, une abeille ne peut pas survivre. C'est un être communautaire et même l'être même, vraiment l'être vivant qu'on peut considérer, ce n'est pas une abeille, mais c'est un essaim, donc, ou une ruche, un essaim. Et cet essaim, Steiner en a parlé en disant que dans la ruche, on peut voir que c'est un être, par exemple, la propolis, ça va être sa peau, la cire, ça sera sa squelette, et les abeilles seront le flux du sang, en fait. C'est le sang qui coule dans cet être, donc de l'essaim. Et donc, cette approche holistique de la ruche pour commencer en tant qu'être vivant, un essaim en tant qu'être vivant. Et ensuite, encore plus large, d'avoir une vision holistique d'une manière, donc l'essaim, la ruche, s'inscrit dans un cadre vivant. Donc autour, il y a la nature, il y a les humains, il y a tout. Et donc, comment s'inscrit effectivement, comment le tout fonctionne, cet essaim avec ce qui l'entoure, c'est ça la grande question. Donc, toujours partir du fait que la création a une sagesse en elle. C'est pour ça, quand on parle de l'approche holistique dans l'humain,
c'est tout d'abord de reconnaître que l'humain, notre corps physique et d'autres parties subtiles est déjà basé sur un principe de sagesse. Tout fonctionne de façon harmonieuse et sage. Il en est de même dans un essaim. Tout fonctionne d'une manière déjà pleine de sagesse. Maintenant, effectivement, les abeilles, elles ont eu un développement à côté de l'homme, un certain développement qu'on ne peut pas appeler évolution ou autre, mais on va appeler ça développement. Parce que tu sais bien, sans doute que encore en ancien Égypte, l'abeille était vénérée et donc on l'appelait la larme de Dieu, l'abeille. Et la relation de l'humain avec les abeilles est très très ancienne. Et par là, on peut même peut-être arriver encore à une activité que nous avons associative, qui est pour le réensauvagement ou la renaturation de l'abeille. Il y a d'ailleurs une discussion entre est-ce que c'est mieux le réensauvagement ou la renaturation, mais au fond, on peut pas dire que l'abeille était on est tous en fait, tous les humains, on peut à ce moment-là dire qu'on est tous dénaturés. Nous habitons tous dans un milieu qui n'est pas naturellement, de façon naturelle, propice complètement pour nous. Donc il y a des ondes, nous avons de l'eau qui n'est pas tout à fait propre, nous avons de l'air qui n'est pas tout à fait propre. Donc on peut dire oui, nous désirons amener l'abeille à devenir plus elle-même, mais vraiment complètement revenir en arrière et revenir donc au fait que les abeilles vivaient dans des arbres creux. Donc cette vision, c'est un peu difficile de la voir et de la promouvoir, mais pourtant quand nous avons l'humain, quand je dis nous, l'humain a guidé un peu l'abeille dans le sens qu'il désirait de la guider, il ne l'a pas toujours fait en prenant en conscience sa vraie nature de l'abeille. Et de ce fait, souvent, il était guidé par ses intérêts souvent matériels et il l'a mené souvent dans un état dépendant. Et de cet état dépendant, nous désirons, au moyen justement de ce concept de réensauvagement ou renaturalisation, non, renaturation, oui, de le remettre dans la nature. Non pas de la remettre tant dans la nature, mais de lui faire rencontrer de nouveau, de lui faire rencontrer de nouveau sa propre nature quelque part. C'est-à-dire c'est comme pour nous, pour les humains, souvent dans le bien-être d'aujourd'hui, on se dit comment je peux revenir vraiment vers moi-même, comment je peux être ce que je suis à l'origine et comprendre vers quoi je dois aller. Pour ça, il faut que je trouve mon centre. De la même pour les abeilles, le maximum qu'on peut, si on peut vraiment leur permettre de réaliser leur nature, comme par exemple l'abeille, à un moment donné de sa vie, commence à produire la cire. Donc, ce respect pour le fait que pour elle, c'est naturel de pouvoir produire la cire et non pas seulement de mettre du nectar donc dans la cire gaufrée. Cette compréhension, c'est aussi une base de compréhension de l'approche naturelle et respectueuse de l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille a le droit de vivre son être, voilà, d'être soi-même. Et donc, par là même, quelles sont les incohérences que tu peux présenter peut-être ceux qui nous écoutent, les incohérences de cette apiculture dite conventionnelle, classique? Voilà, en quoi elle se différencie vraiment de cette apiculture naturelle et éthique? Alors, je dois dire que j'ai pratiquement jamais rencontré un apiculteur
y compris conventionnels, et peut-être même, on peut même parler des conventionnels, qui n'aiment pas l'abeille. Les apiculteurs, généralement, aiment beaucoup leurs abeilles. J'en ai rencontré encore un personnage vraiment d'une grande ampleur dans le monde de l'apiculture, pas complètement conventionnel, mais quand même sur le traitement de la varroa, reste dans le chimique. Et donc, on peut pas leur reprocher de ne pas être les apiculteurs aimant l'abeille, parce que ce n'est pas vrai. Mais je trouve il y a un aspect, comme nous avons parlé, de la conscience, c'est-à-dire de faire d'avoir une approche avec une réflexion derrière. Par exemple, quand un apiculteur comme ça conventionnel me dit oui, mais en fait les produits chimiques avec lesquels je traite ma ruche n'ont pas d'influence sur la qualité du miel. Donc moi je dis, c'est ce que vous dites, j'entends, mais maintenant juste ayons le bon sens. Donc la cire est un corps gras qui en fait prend sur lui les molécules chimiques de façon naturelle et normale. Et de toute façon, quand vous mettez un produit chimique dans la ruche, ça ne disparaît pas quelque part du jour au lendemain. Ça reste dans cette ambiance de la ruche, d'une part. Et d'autre part, le fait que les abeilles étaient en contact avec ce produit chimique qui, voilà, a aidé peut-être à les débarrasser d'un parasite. Mais quand même, ça, c'est comme certains enfants, voilà, qui ont un antibiotique par an parce que les parents considèrent que c'est comme ça qu'on va leur apporter de la santé. Et d'autres enfants, comme les miens, qui n'ont pratiquement les cadets n'ont carrément jamais pris d'antibiotiques. Je pense que leur système, leur physique, leur biologie a quand même une influence par rapport à ce qui arrive là-dedans. Donc de la même façon, les abeilles qui donc étaient traitées par des produits chimiques, d'une manière ou d'une autre, se développent et leur corps et leur être se développe d'une manière qui est en relation avec ce qui l'entoure. Encore une fois, cette vision de l'entier, de tout. Et nous avons fait un marché c'était la fête de l'abeille à Molsheim, chez nous en Alsace, récemment. Et comme ça, il y avait un apiculteur conventionnel très très gentil qui avait approché notre stand. Et donc, nous avons bien sûr parlé justement du traitement. Et quand on lui disait qu'on traite au naturel, avec les huiles essentielles, avec d'autres produits naturels, il disait « mais vos abeilles vont crever ». Et donc, quand je disais que nous avons déjà depuis 20 ans les abeilles, il continuait quand même de persister en disant, il disait « mais un jour, elles vont mourir, elles vont dégénérer ». Moi, je dis « mais ce un jour, pour le moment, il n'y a aucun signe que ce jour viendra, puisque nous n'avons observé aucune dégénérescence durant toutes ces années. Donc, je pense que c'est question de bon sens, d'une part, et vraiment de bon sens. C'est-à-dire que avoir la logique dans comment on lit les compréhensions des différentes choses et concepts. Oui. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et ce que je voulais voir avec toi, c'est en fait, je me rends compte que c'est vraiment quand l'aspect économique intervient en fait dans la pratique de l'apiculture, que là il commence à y avoir des pratiques qui deviennent non respectueuses des abeilles parce qu'il y a la dimension économique qui s'immisce en fait dans tout ça. Et donc pour toi, est-ce que c'est encore possible de concilier une approche éthique de l'abeille et de l'apiculture avec une dimension économique? Je pense que c'est tout à fait possible parce que en Suisse et en Allemagne, là où je me trouve là actuellement,
Donc en Suisse, c'est sûr, ils n'utilisent plus aucun traitement chimique, c'est interdit depuis un moment. Ils sont à l'acide oxalique et autres là. Et les Allemands aussi me disent, mais nous, on n'utilise pas de traitement chimique contre la varroa. Et en France, ce n'est pas du tout. Voilà, les voisins ne le font pas déjà depuis plusieurs années, et ils gagnent aussi leur vie. Ils ont aussi leur miel. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Mais je pense que ce qui est à la base de tout ça, c'est aussi la formation. Parce que, et ça, on revient encore à la création par nos soins donc de différentes organisations et associations comme Apili pour le rucher, participatif et l'association Apivital. L'idée est de donner une formation en apiculture naturelle et écologique, parce que c'est ça ce qui manque aux gens qui commencent, qui s'inspirent du coup, qui ont une attirance pour l'abeille, qui s'inspirent de l'abeille et veulent devenir apiculteurs pour eux, mettre quelques ruches dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc dans cette association des apiculteurs, voilà, comme de Strasbourg, je ne sais plus comment ça s'appelle, Api quelque chose, et ils y trouvent des méthodes, effectivement, des approches peu respectueuses de l'abeille, et avec l'utilisation et du plastique et des moyens chimiques, etc. Et en fait, eux, sauf ceux qui sont très sensibles, parce qu'il y a tout un nombre qui sont tellement déjà depuis le départ sensibles, et donc ils vont tout de suite sentir il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas adhérer à ça. Mais c'est plutôt un petit pourcentage des gens qui sont des personnes, très belles personnes, et tout un tas de ces belles personnes tombent dans le piège de cet enseignement magistral qui va vous dire comment il faut faire, et le donner non pas comme une théorème, mais comme une axiome. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, donc j'ai trouvé comme ça un ami. On se voit généralement en hiver, plutôt vers le printemps, quand on commence à peindre ensemble les œufs de Pâques à l'ukrainienne. Et donc il dit d'ailleurs maintenant j'ai des ruches. J'ai fait la formation l'été dernier, viens voir. Et je viens voir et je vois que tout ce qu'il me raconte, c'est la grande catastrophe. Mais lui, c'est le seul, c'est comme ça que ça a été enseigné. C'est comme ça qu'il a aussi formé, et maintenant qu'il gère son rucher. Et je pense que voilà, le secret, c'est aussi, oui, la transition, elle est nécessaire, possible, absolument nécessaire là pour la France, parce que les autres pays, les voisins, ils ont fait cette transition, mais aussi tout se cache effectivement dans la formation. Il faut donner la possibilité aux gens d'avoir une formation tout de suite, une formation avec l'approche écologique à l'abeille. Oui, donc c'est vraiment changer notre regard, et c'est vrai que cet événement concourt en fait à changer notre regard un petit peu trop formaté. Et je pense qu'il est valable aussi dans d'autres. J'ai répondu à ta question. Oui, très bien, merci Marina. Et ce que je disais, c'était que ça concourait vraiment à élargir notre regard. Et c'est vraiment un peu un des objectifs de cet événement, de vraiment de permettre de présenter d'autres approches, d'autres regards que l'approche habituelle, conventionnelle, qui est celle un petit peu d'une pensée unique, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus large. Est-ce que tu m'entends, Vincent? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais je pense qu'il y a un décalage. Oui, il y a peut-être un petit décalage, lié peut-être à la ligne. Et donc, merci pour rappeler l'importance de l'éducation et de la formation, puisque c'est vrai que l'apiculture a certainement besoin aussi d'ouvrir son approche concernant la pédagogie et l'enseignement de l'apiculture, qui est peut-être trop orienté vers une seule direction et pas forcément vers des directions qui permettraient justement ces approches un peu plus naturelles, écologiques, en respectant, comme tu l'as bien présenté, le tout. C'est-à-dire que l'apiculture s'inscrit à la fois dans le respect de l'abeille en tant qu'individu, de la colonie essaim, mais également dans son environnement, et que c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont à prendre en compte
et non pas simplement l'abeille comme un outil de production qu'on essaye d'exploiter au maximum. Et du coup, ça m'amène à parler de la coopération avec les abeilles, qui est quand même le thème principal de cet événement. Et du coup, ça me semblait tout à fait opportun d'aborder l'apithérapie avec toi, puisque tu es spécialisé en apithérapie. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce que c'est, l'apithérapie, et puis développer autour justement de cette coopération et de ce que les abeilles... Je te vois et je t'entends. Je te vois et je t'entends. L'apithérapie, pour moi, se compose de 4 sphères ou 4 catégories. Et la première sphère ou la catégorie de l'apithérapie sera liée avec les produits de la ruche. Et là, bien sûr, nous entrons déjà dans un sujet tout à fait passionnant pour ceux qui recherchent l'approche naturelle à l'abeille, parce que les produits de la ruche, il y a quelques-uns. On va les énumérer quand même. Donc, il y a un produit de la ruche qui est un produit que naturellement, l'abeille, de façon naturelle, peut produire en surplus, en surtrop, en beaucoup. C'est le miel. Mais c'est le seul produit, en fait, que l'abeille pourrait, de façon naturelle, partager avec l'humain. Les autres produits, normalement, sauf bien sûr s'il y a la cire, et vous savez qu'avant, dans les temps anciens, enfin pas très anciens quand même, pendant la chrétienté, les abeilles étaient élevées dans les monastères, surtout pour la cire, pour faire les bougies, n'est-ce pas? Et donc il y a la cire, qui est aussi un produit apithérapeutique. Il y a la propolis, qui est un produit apithérapeutique, parce que surtout si c'est la propolis de grattage, c'est un produit qu'on a de façon facile et naturelle. Et il y a d'autres produits qui sont, je dirais, qu'il faut approcher avec une réflexion. Et cette réflexion, j'aimerais l'apporter aussi disons, au public large. C'est pour ça que ce que nous faisons dans nos associations. C'est pour comprendre que, par exemple, la gelée royale, je dis toujours, c'est un produit interdit pour celui qui aime véritablement l'abeille. Tout le monde qui veut améliorer son état de santé au moyen de la prise de la gelée royale, et ça c'est toujours une découverte pour les gens, je leur explique ce qui se passe. Je dis, la gelée royale, c'est un produit que l'abeille fait pour sa reine, et uniquement pour sa reine. Alors, pour que ça puisse se retrouver dans la pharmacie ou dans un magasin, même bio, avec la label bio, ce qu'il y a derrière, il faut savoir, c'est qu'il s'est passé une perversion totale d'un être de l'abeille pour les forcer à mettre toute leur force dans la production de quelque chose qui, de façon naturelle, ils n'auraient jamais produit. C'est comme, je ne sais pas, on prend l'humain qui, voilà, il va au travail, il rencontre des amis, il a une famille, il mange, il fait la vaisselle, et du jour au lendemain, on le met assis dans la chaise, on lui met, je ne sais pas, une sonde sur sa vésicule biliaire, parce qu'on a besoin de la bile. Donc, pour une raison ou une autre, et il va être attaché à sa chaise, et on va lui puiser, donc, cette bile, il va être, ou alors comme l'oie, n'est-ce pas, le foie gras, qu'on va vraiment faire en sorte que cet organe maladif, le foie, qu'il soit complètement dans un état de dégénérescence. Donc il faut savoir, moi je dis quand vous achetez un produit, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se tient derrière ce produit, même si c'est écrit bio dessus. Et en tant que naturopathe, je dis toujours aux gens, dans la nature, il y a plein de plantes qui peuvent très bien stimuler l'immunité et apporter les mêmes vertus que la gelée royale. Utilisez quelque chose où vous ne faites pas du mal à
à l'abeille en l'occurrence, mais à qui que ce soit. Donc la plante, ça va être beaucoup plus facile d'accès et ça ne ferait pas de mal si vous l'utilisez à la place de la gelée royale. Donc ça, de toute façon, c'est un produit qui est pour moi où je mets la croix dessus. Et en plus, ce que j'explique aux gens, c'est que la qualité du produit, ce qui est dommage, c'est que du moment où ce n'est plus frais, ça perd, je ne sais pas, jusqu'à 80%, ou peut-être là je dis quelque chose de façon spontanée, de ces substances qui seraient thérapeutiques. Donc ça n'a aucun sens pour le 20%, toute cette souffrance, toute cette dénaturation qu'on inflige à l'abeille. Ouais, donc, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, la méthode de production de gelée royale, elle consiste quand même à forcer les abeilles à nourrir des larves exclusivement de gelée royale et ensuite de retirer ces larves, donc elles vont mourir, pour pouvoir prélever cette gelée royale. Et du coup, en fonction évidemment des quantités recherchées, la méthode devient de plus en plus intensive pour pouvoir justement forcer l'abeille, comme tu le dis, et ça va même jusqu'à sélectionner des abeilles qui n'ont que cette capacité, en fait, à produire de la gelée royale, qui est certes destinée pour la reine, mais également destinée pendant les 3 jours et demi du stade larvaire au nourrissement des larves, puisqu'elles sont toutes nourries de la même manière. Et donc, ce que tu mets en évidence, c'est vraiment ce côté, sacrifice, en fait, d'un certain nombre de larves qui auraient pu vivre, mais qui sont retirées pour en tirer le bénéfice de la gelée. Et moi, je dirais même du sacrifice de la nature de l'abeille même, de son nature, de son être, au profit de l'intérêt de l'humain qui veut le pervertir quelque part, cet être de l'abeille. C'est clair. Et aussi, j'ai quand même aussi un regard semblable sur le pollen, même si je sais que j'ai des amis collègues qui sont vraiment des apiculteurs au naturel qui collectent le pollen. Nous, on ne le collecte pas, mais je sais qu'ils le font de façon respectueuse. Ils ne collectent pas tout le pollen. Ensuite, par exemple, c'est un produit qui sera congelé et donc qui gardera ses propriétés, à la différence du produit qui va être séché et qui va perdre donc des qualités par tout ce qui est volatile, tout ce qui est substance volatile vont quitter vraiment le pollen à ce moment-là. Mais je donne toujours cette image, même par rapport au pollen, aux gens. Je dis, vous savez, le pollen, c'est la nourriture pour les bébés abeilles, pour les larves. Et alors, vous vous imaginez si l'apiculteur va mettre complètement donc à l'entrée de la ruche une petite brosse qui va enlever les petites les petites pelotes de pollen des pieds des abeilles. En fait, vous pouvez le voir, par exemple, vous avez un bébé dans la chambre de bébé et vous lui apportez un biberon de lait. Mais au moment où vous franchissez la chambre du bébé, vous découvrez que le biberon n'est plus dans votre main, en fait. Mais le bébé, il pleure toujours. Donc, vous retournez à la cuisine, chercher, faire encore un biberon de lait. Vous revenez dans la chambre d'enfant et au moment où vous avez franchi la porte, vous n'avez plus le biberon dans la main. Il est disparu. Donc, c'est un peu pour voir quel stress ça peut aussi apporter à la ruche. La collecte qui n'est pas réfléchie du pollen aussi. Donc moi, j'utilise dans l'apithérapie uniquement le miel et la cire. La cire qui est dit en cataplasme est très bénéfique en cas de désinflammation, des rhumatismes. Donc voilà, la cire. Sinon, le miel, vous savez très bien que aussi bien en externe pour tout ce qui est plaies, blessures, même des blessures très très graves, ça a une action tellement cicatrisante, mais aussi pour des choses, par exemple des ulcères d'estomac. Donc c'est pareil, c'est une blessure. Et cette fonction cicatrisante du miel est vraiment unique dans ce cas-là. Et le miel, bien sûr, je recommande toujours
d'avoir une vision de ce que c'est, d'où ça vient. J'explique souvent aux gens qu'une abeille, durant sa vie, produit je ne sais pas, 7 grammes, je crois, de miel, ce qui fait un dixième ou une douzième d'une petite cuillère, d'une cuillère à café, pour comprendre vraiment la valeur. Et que s'il s'agit du miel de qualité, il faut savoir que la qualité du miel se trouve aussi et surtout dans la quantité des enzymes, dans la quantité des substances que l'abeille a pu apporter au miel. Et c'est pour ça que j'explique qu'il ne faut pas mettre du miel dans votre tisane chaude, parce que ces enzymes sont de nature protéique et donc qui se dénaturent quand on les chauffe. Donc tout ça, généralement, les gens ne savent pas. Et quand je dis, et j'explique aussi que si vous désirez utiliser le miel comme médicament, comme un produit thérapeutique, il faut avoir une compréhension comment le faire. Il doit être utilisé non pas sur une tartine avec du pain le matin, c'est très bon, mais ce n'est pas thérapeutique. Thérapeutique, ce sera quand vous mettrez dans de l'eau tiède le matin une cuillère de miel et que vous boirez à jeun. Là, ce sera thérapeutique. Ou le soir, quand vous voulez que votre sommeil soit calme et profond, que vous prendrez une cuillère de miel avant de dormir. Voilà. Donc ça, c'est une partie, les produits de la ruche. Et une autre catégorie, et c'est le sommeil sur les ruches. Et cette méthode nous est venue de l'Est, donc des pays dont je suis d'origine, Ukraine, Russie, où les gens donc, ont découvert. Je me souviens bien d'une histoire assez sympathique où la mamie travaillait dans son potager, mais enfin, j'y crois bien que ça peut être tout à fait la vérité, c'est que c'est comme ça que les bienfaits de dormir sur les ruches étaient découverts. C'est qu'elle a travaillé, la mamie a travaillé dans son potager, et donc elle a eu mal au dos, et elle s'est redressée et a mis le dos contre une ruche. Et au bout de quelques minutes, son mal de dos est passé. Donc elle a essayé une autre fois, quand ça lui est arrivé une autre fois, le même système. Là, elle a dû un petit peu marcher pour arriver jusqu'à la ruche, pour se poser contre la ruche. Hop, mais ça part assez vite. Et donc à partir de là, il y a eu cette idée, est-ce qu'on ne peut pas effectivement passer plus de temps, parce que quelque chose se passe à côté de la ruche. Ce n'est pas anodin quand je suis à côté de la ruche. Donc il y a même les recommandations que si vous voulez vraiment structurer votre eau à boire pour la journée, restructurer, de mettre votre bouteille d'eau sur la ruche pour un petit temps, un petit quart d'heure. Et ça va restructurer vraiment, faire des belles structures à votre eau qui, bien sûr, vont ensuite être redonnées comme information à vos molécules, à votre structure physique, à vos molécules qui, elles, se composent d'eau pour beaucoup. Donc ça c'était la deuxième catégorie, c'est dormir sur les ruches. Donc dormir sur les ruches, c'est une expérience vraiment à faire pour chacun qui s'y intéresse. Ça n'apporte aucune incommodité à la ruche, aux abeilles. Les ruches, donc les abeilles vivent leur vie. La sortie de la ruche se trouve donc à travers le mur, et tout simplement la ruche est posée, mais par-dessus cette ruche ou ces ruches sera posé un lit, un matelas sur lequel on dormira. Donc les abeilles ne vont pas se trouver dans l'espace où on dormira, elles auront tranquillement leur vie en sortant de leur ruche à l'extérieur directement. Et quand nous dormons sur les ruches, alors qu'est-ce que c'est comme, je ne dirais pas sensation, mais effet plutôt, parce que sensation, c'est pas quelque chose il faut savoir que c'est pas quelque chose de sensationnel, mais ça a des effets tout à fait incroyables. Et comment ça se passe? Ça se passe en fait, c'est que si on prend maintenant nos 5 sens, donc pour une fois, le sens de la vue, elle va un petit peu se reposer.
n'est-ce pas? Ce sera le soir, on va arriver, dormir sur la ruche. Mais les autres sens, ils vont s'éveiller, ils vont vraiment être sollicités de façon intense et positive. Donc nous prenons le sens de l'odorat. Effectivement, sous votre lit, donc on ouvre on sort le plateau du bas de la ruche et donc un petit peu pour que peut-être il y ait plus de circulation d'air entre la ruche et l'espace qui est autour. Mais je ne pense pas personnellement que ça puisse apporter de l'incommodité à la ruche. Et donc, tout ce qui monte comme air de la ruche, avec toutes les substances volatiles qui se trouvent dedans, donc toutes les substances volatiles du miel, de la propolis, elles vont se trouver dans l'air à ce moment-là. Donc ça va aussi en quelque part, on peut dire, même ioniser l'air parce que pas seulement par ces substances, mais aussi sans doute par la micro-vibration qui aura lieu, ça on en parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord déjà, à travers l'odorat, nous sentons que l'air est empli de ces substances, micro-substances volatiles. Et bien sûr, c'est extrêmement bénéfique pour notre système respiratoire. Maintenant, on arrive à l'ouïe. L'ouïe, donc vous pouvez vous imaginer peut-être que la nuit, les abeilles bourdonnent toujours. Et nous entendons ce bourdonnement, c'est un bourdonnement constant mais vivant. C'est-à-dire que souvent quand on a un son constant, souvent c'est un son mécanique. Mais là, nous sentons vraiment profondément et par toutes nos cellules que c'est un son vivant qui émettent les abeilles. Et vous entendez vraiment, quand vous dormez dans un lit sur les ruches, vous entendez vraiment très très bien ce bourdonnement constant et vivant, mais vraiment très intense en dessous. Et ça nous apporte déjà une relaxation très profonde. On peut peut-être le comparer avec le bruit de l'océan. On vient souvent, voilà, au bord où là où il y a une fontaine d'eau, comment ça coule. Et ça apporte vraiment une relaxation profonde, mais non pas sur le plan, encore une fois, sensationnel. C'est que, voilà, on se met dans le lit sur les ruches et du coup, on sent, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est étalé dans le temps et ça prend son temps. Toutes les cellules, quelque part, je pense que nos cellules, comme composées, et les humains, n'est-ce pas, sont composés à 70% de l'eau, nos cellules rentrent en relation avec la vibration émise par les abeilles, et comme cette vibration, elle est partout, elle agit sur toutes nos cellules de manière unie, ça harmonise notre corps physique et sans doute nos corps subtils par cette vibration. Donc les odeurs, la vibration. Maintenant, nous arrivons au sens du toucher. Et le sens du toucher, c'est cette légère peut-être chaleur qui monte aussi de la ruche, parce que moi j'utilise le lit sur les ruches. Nous avons un matelas en épluchure de sarrasin qui m'a été livré de l'Ukraine par les amis. Donc on sent cette légère tiédeur qu'il y a là, et donc le corps vraiment il s'en réjouit. Et bien sûr notre sixième sens qu'on a touché aussi là tout à l'heure, l'énergie, n'est-ce pas, de la ruche qui agit sur nous. J'ai un ami qui m'a appris à ressentir où se termine le chant, en fait, en levant doucement ma main au-dessus du lit sur les ruches, de voir où ce chant non pas s'arrête, mais où s'arrête le chant le plus épais.
qui est de la ruche, qui émane de la ruche. Et j'ai appris, voilà, il m'a un petit peu montré et j'ai appris à le faire. C'est à peu près à 40-50 centimètres de la ruche. Ce champ épais, parce que comme on a dit tout à l'heure, quand j'ai dit que je ne ressentais plus les abeilles dans le jardin, quand les ruches étaient déplacées, bien sûr, le champ, il est beaucoup plus important des abeilles. Mais là, il s'agit d'un champ épais. Vraiment, qui va jusqu'à 40-50 centimètres de tous les côtés de la ruche. Et donc, quand vous dormez, allez à 5 centimètres des ruches, votre corps se pose, il est complètement baigné dans ce champ vibratoire et électromagnétique de l'abeille. Parce que vous savez que les abeilles, ils émettent aussi, ils ont un champ électrique aussi. Et vous pouvez le ressentir, vous savez, quand vous avez les seins au-dessus de vous. Est-ce que vous avez déjà vu, enfin ressenti l'arrivée d'un essaim? Et là, c'est vraiment, on ressent qu'il y a un champ électromagnétique immense qui émane de cet essaim qui vole au-dessus de vous. Donc ça, c'était dormir sur les ruches. Et dormir sur les ruches, en fait, j'ai fait un petit peu une enquête des gens qui ont dormi sur les ruches chez nous, parce que nous mettons à disposition le lit sur les ruches dans notre rucher participatif. Et ils m'ont partagé beaucoup de choses. Certains qui avaient des problèmes avec l'oreille, par exemple, je ne sais plus comment s'appelait cette maladie, mais en tout cas, entendaient mieux. D'autres ressentaient que leur tension artérielle, donc oui, c'est harmonisé. D'autres ressentaient vraiment un apaisement psychique considérable. J'avais une dame qui m'a dit le soir, je me réveille toujours à 7 heures du matin, je vais partir aussitôt, alors voilà, je vais tout de suite vous dire au revoir, peut-être déjà ce soir. Et le lendemain, et donc elle est sortie vers 9h, 9h30, et elle a dit, est-ce que je peux aller me recoucher encore jusqu'à midi? Vous n'avez personne? Moi, je dis, il n'y a pas de souci, dormez. Et donc, elle est revenue. Et donc, celle qui se réveille toujours à 7 heures et qui ne peut plus jamais, qui ne peut pas se rendormir, elle a dormi jusqu'à midi chez nous sur les ruches comme un ado. Voilà. Donc ça, c'est le sommeil sur les ruches. Moi, personnellement, comme je suis quelqu'un en très bonne santé, je n'ai pas remarqué tout de suite l'effet que ça a eu sur moi. Je l'ai remarqué quelques jours après, où je me suis dit, mais dis donc, généralement à 22 heures du soir, je suis déjà tellement fatiguée que la seule pensée que j'ai, c'est d'aller au lit. Et là, c'était allez, 22 heures et 23 heures et minuit, et j'ai toujours la pêche, et j'y vais. Et je me suis dit, mon Dieu, elle est où ma fatigue, en fait? Donc voilà, ça c'est un peu mon expérience personnelle. D'accord, donc merci pour ce beau témoignage autour de l'impact, ou en tout cas des effets de la présence des abeilles, parce que je parlerais plutôt de présence finalement, et d'être vraiment en présence avec ces abeilles-là dans une forme de silence qui est celui du sommeil. Combien cette présence en fait apporte, tout naturellement en fait des propriétés qui sont thérapeutiques pour l'homme qui s'y baigne. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais avant sur le miel. Tu n'as pas parlé de la propolis. Est-ce que tu considères que la propolis, c'est au même titre que le pollen? C'est pas forcément quelque chose qui est à prélever chez les abeilles. En tout cas, si on le fait d'une manière très momentanée et très on va dire légère. C'est quoi pour toi la propolis? Parce que la propolis a quand même beaucoup de propriétés intéressantes. C'est vrai que quand on parle du pollen, on parle des propriétés vivantes des ferments lactiques qui sont dans le pollen et qui agissent sur la flore intestinale. On parle aussi des antioxydants qui sont dans le pollen, et notamment dans le pollen frais avec toutes les vitamines du groupe B. Donc, tu as l'air de dire que finalement, toutes ces propriétés du pollen, et du pollen frais en particulier, on peut les trouver aussi dans d'autres produits de la nature. Et donc, on peut se passer finalement de prélever les pollen qui est la nourriture des bébés abeilles. Donc, est-ce que c'est la même chose pour toi, pour la propolis, ou est-ce que dans certaines conditions, on peut aussi prélever la propolis chez l'abeille? Oui.
Alors, je suis adepte de la propolis. Effectivement, je trouve la propolis quelque chose de extra, c'est un produit tout à fait extraordinaire. Et comme j'ai pu quand même mentionner tout à l'heure, la propolis de grattage, parce que de toute façon, si vous prélevez les cadres, en fait, des vieux cadres, par exemple, de toute façon, il y a de la propolis dessus, donc vous pouvez utiliser cette propolis. On peut la récolter de façon respectueuse de l'abeille, et je trouve ce produit, c'est vraiment mon produit phare dans ma famille. En tout cas, nous soignons de tous les maux uniquement au moyen du miel et de la propolis. Vous savez peut-être que le miel, en fait, il augmente l'action de tout produit, que ce soit si vous mettez dans le miel les huiles essentielles, la propolis ou d'autres produits médicinaux. En fait, ça va augmenter l'action de ce produit. Donc nous, on mélange toujours la propolis avec du miel. Comme ça, la propolis, l'extrait de propolis ne risque pas de se retrouver sur le bord de notre verre quand on le mettra dans le boisson ou quelque chose comme ça. Et en mélangeant avec du miel, ça se dissout. Le miel a cette capacité de dissoudre en soi toutes les substances. Et donc la propolis, effectivement, c'est un produit extrêmement bénéfique, qui est un antibiotique naturel, qui est aussi utilisable pour les enfants. J'en fais un extrait aqueux aussi de propolis. C'est qu'un petit pourcentage de propolis, bien sûr, qui est dissolvable à l'eau, une quinzaine, vingtaine de pourcents, mais quand même c'est possible. Je l'utilise aussi à des buts ophtalmologiques, des gouttes pour les yeux, aussi pour le rhume, pour les enfants dans le nez. Pour les bébés, l'extrait aqueux de propolis, ça peut assez rapidement être introduit. Donc la propolis, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. Oui, et puis c'est facilement préparable en teinture-mère avec un alcool adapté, avec la bonne concentration. On peut en effet extraire les principes actifs de la propolis. Et qu'est-ce que tu penses du mélange miel, pollen, propolis, miel, pollen frais et propolis? Magnifique, magnifique. Miel, pollen frais, si on récolte la pollen, ce serait magnifique. Ça stimulerait l'immunité, effectivement. La propolis a une action aussi contre les champignons, donc ça détruirait vraiment la flore qui n'est pas bénéfique pour l'organisme humain. Ouais, c'est juste une petite question technique. Est-ce que la propolis, comme elle a des propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, est-ce que le fait de mettre du pollen frais dans lequel il y a des ferments lactiques, est-ce que la propolis ne va pas tuer ces ferments lactiques? Bonne question. Je n'ai pas encore réfléchi dessus. Là, ce sera une question d'étude future pour moi. D'accord, très bien. Comme je n'ai jamais utilisé réellement le pollen, j'utilise dans ma pratique que de la propolis et du miel. Donc, je n'ai pas encore réfléchi sur la question. D'accord. Donc, on a parlé, on va revenir sur finalement l'apithérapie. Donc, tu parlais du sommeil en contact avec les abeilles. Et est-ce que tu avais envie de nous parler un petit peu de l'apipuncture, en tout cas de l'intérêt du venin d'abeille, puisque c'est aussi un sujet très intéressant. Alors effectivement, mais peut-être que avant je vais dire encore un mot sur parce que je disais au départ qu'il y a 4 sphères donc apithérapeutiques que je peux mettre en évidence. Donc nous avons parlé de la première, les produits de la ruche en externe, en interne. Nous avons parlé donc de dormir sur les ruches. Maintenant il y a encore un système qu'on rencontre plus ou moins dans chaque pays européen, c'est respirer l'air de la ruche. Et pour les asthmatiques, pour les allergiques, ça peut être aussi une très bonne expérience. Moi, je n'ai pas énormément d'expérience là-dessus. J'ai pour le moment installé fraîchement cette méthode chez moi, mais je n'ai pas encore de recul pour vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré une personne quand je voulais faire connaissance avec le petit appareil là qu'on met, qui permet justement amener doucement l'air de la ruche dans un tube et dans le masque à respirer.
J'ai rencontré un homme qui m'a montré qui, lui, n'était pas un apiculteur. C'était un homme qui avait une maladie très grave. Donc, c'était un genre symptôme pulmonaire obstructif, quelque chose comme ça. Symptôme pulmonaire obstructif, je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc, cet homme, il m'a assez choquée par le fait que lui, il avait donc sa ruche respiratoire avec son masque carrément sur sa terrasse. Et quand je suis venue le visiter, c'était, je crois même en hiver, il me disait que, en fait, c'est la seule chose qui le sauve, qui lui sauve la vie au quotidien. C'est-à-dire que des fois, il est amené, même en hiver, d'aller respirer de la ruche. D'une part, j'étais complètement choquée, et d'autre part, je me suis dit, mais cet être de l'abeille, vraiment, son aspect sacrificiel qui peut amener cette ruche à survivre dans ces conditions-là, où en fait cette ruche permet la survie de cet homme vraiment gravement malade, parce que normalement dans des conditions normales, la ruche comme ça qu'on ouvre quelque part, pas complètement, mais qu'on ouvre un peu en hiver, bah elle n'aurait pas tenu, elle n'aurait pas survécu. Mais là, il s'est passé quelque chose entre cet homme et sa ruche. C'était une seule ruche qu'il avait, et pour ces buts-là, que je me suis vraiment posé la question sur la nature de l'abeille et sur sa relation avec l'humain, parce que l'abeille, en fait, si on réfléchit, c'est le seul insecte qui est capable de partager quelque chose avec l'humain, donc le miel, en l'occurrence. Les autres insectes ne le font pas, n'est-ce pas? Donc, et ce que l'abeille partage ou peut partager avec l'humain, est tellement bénéfique pour l'humain. Déjà, elle fait le travail de chercher dans la nature quelque chose qui, normalement, le nectar ne serait même pas digeste pour l'homme. Déjà qu'on ne peut pas le cueillir d'une façon très simple, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le cueillir, mais en plus, même si on pouvait le cueillir, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu digérer, qui n'aurait pas pu fonctionner avec notre corps. Donc l'abeille transforme quelque chose dans la nature. Et quelque part, notre relation avec l'abeille, c'est comme si cet être est là pour nous aider à entretenir notre santé, aussi bien physique comme mentale, en bon état. Voilà, ça c'était une petite introduction par rapport à aussi. Donc il y a aussi ce procédé dans l'apithérapie, respirer l'air de la ruche. Et maintenant, nous arrivons effectivement à l'apipuncture. Ça, c'est vraiment mon activité principale dans l'apithérapie. Et là, tout d'abord, pour vraiment déjà dévancer peut-être la question que le public aura, parce que à chaque fois, j'ai cette question, mais l'abeille, elle meurt après avoir piqué. Et donc, on me demande, est-ce que... parce que moi, j'utilise... donc non pas le venin d'abeille qui est déjà extrait d'une manière ou d'une autre, mais j'utilise l'abeille au moment de l'apiculture, l'acupuncture. Et donc on me dit bien sûr, mais l'abeille elle meurt par après. Et donc la recherche de comment faire piquer pour qu'elle perde pas le dard, effectivement il y a cette recherche là. Sauf que dans ma pratique, j'ai une vision suivante. D'une part, déjà de voir ce procédé, comment on peut faire en sorte que l'abeille pique sans perdre le dard. Je dirais que ce sera tellement des micro-piqûres, hein, vraiment un peu trop minimes pour l'humain. Voilà, donc pour ça, je n'utilise pas ce procédé-là. Et effectivement, mes abeilles perdent leur dard au moment de la piqûre. Mais il y a toute une approche que j'ai élaborée qui me permet de me ressentir en paix par rapport à ce procédé. Tout d'abord, bien sûr, cette compréhension, comme je vous ai décrit au début, du fait que ce n'est pas l'abeille qui est un être à part entier, mais c'est l'essaim qui est un être à part entier. C'est l'essaim qui est un être, et les abeilles, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est presque ce sang qui coule dans cet essaim. Donc, j'ai mon rituel d'approche donc à l'essaim, à la ruche,
de présentation du patient où j'explique un petit peu et je demande de l'aide de cet être de l'essaim, de cet être de la ruche, si je peux prélever voilà, quelques abeilles pour faire ces piqûres. Et je remercie par après cet être de la ruche. Je prélève aussi les abeilles. J'essaie de voir s'il y a les abeilles qui sont aussi en fin de vie, un petit peu par terre. Donc je prends plutôt ces abeilles-là parce que la qualité du venin, je ne pense pas que ça change de sa qualité, mais qu'elle soit en fait en fin de vie, ça m'apporte aussi une meilleure quelque part conscience dans cet acte. Et bien sûr, le plus important, c'est que je ne fais pas de l'acupuncture à gauche, à droite, sans réfléchir. J'avais déjà des cas où les amis étaient venus. Ah oui, ça fait longtemps que je voulais essayer. Est-ce que je peux essayer? Parce qu'en fait, voilà, ça va un petit peu stimuler mon immunité. Et puis et moi je dis, mais non, je le fais quand il y a vraiment un problème qu'on ne peut quelque part pas soigner d'une manière qui soit aussi efficace ou plus efficace. S'il n'y a pas une autre manière une autre approche qui peut maintenant, par exemple, il y a un ami qui sonne à la porte et qui me dit, Marina, là, je suis déjà arrivée on m'a proposé, le médecin m'a proposé déjà le morphine, parce qu'en fait, donc il a un tel mal de dos, il a une telle inflammation, est-ce que tu peux me poser des abeilles? Et là, effectivement, c'est quelque chose que je ferai avec un certain protocole. Et je vais toujours expliquer aux gens. Mais vous comprenez, ce n'est pas un comprimé que vous prenez, c'est quelque chose, on va le faire plusieurs fois, de façon vraiment réfléchie, de façon ciblée, parce que très souvent, les gens ressentent tout de suite l'amélioration de leur état. Et ne reviennent pas, quand je leur ai dit, voilà, revenez dans une semaine ou revenez dans 25 jours. Ils disent, mais ça va, je me porte déjà très très bien. Et après, un mois après, ils ont le même problème au dos. Donc voilà, il y a toute une manière aussi de travailler avec ça. Donc il y a des maladies très graves aussi comme la sclérose en plaques qui sont soignées par l'acupuncture, l'apipuncture de façon efficace, mais je n'ai pas encore expérimenté. Là, dimanche, j'aurai un cas assez grave et sérieux d'une jeune femme qui, depuis 5 ans, elle a 26 ans, et depuis 5 ans, elle a des problèmes musculaires, des problèmes des tendons, plein de problèmes, et elle n'arrive pas à avoir un diagnostic. Donc voilà, on va essayer. Après, l'approche de piquer avec le venin de l'abeille, c'est très très individuel, dans le sens que pour certains, ça va être vraiment une solution, la solution, et pour d'autres, ça va fonctionner, mais c'est pas la solution. Donc, encore une fois, nous revenons au fait que non seulement les autres êtres, l'être de l'abeille a besoin de reconnaissance du fait qu'il a ses particularités, ces choses individuelles, mais chaque humain, nous le savons très bien, est très individuel. Donc, pour l'un, ce sera la magnifique solution pour son problème peut-être très complexe qui va l'aider, et pour l'autre, ça va agir de façon moins importante. D'accord. Merci pour cette vision globale en fait de l'apithérapie entre l'approche interne et externe avec le miel, la propolis, voire un mélange des deux. Vas-y. Oui, j'ai encore une chose peut-être très intéressante à vous dire à propos de la piqûre au venin d'abeille. C'est l'action sur les cicatrices. Donc, par exemple, quand il y a les cicatrices post-opératoires, la thérapie au venin d'abeille est extrêmement bénéfique pour la cicatrisation. Je vous donne un exemple très concret. Une amie à moi a eu une césarienne
et en fait n'a pas du tout pensé à nous. C'était son 5e enfant, elle était très occupée. Et au bout de 3 semaines, je crois, par hasard, mon mari s'est appelé avec son mari et qui vient en courant et qui me dit, mais tu sais, notre amie, en fait, elle va aller demain parce que elle va aller demain à l'hôpital, le chirurgien doit lui recouper donc le ventre parce que ça ne cicatrise pas. Et donc, moi, d'urgence, j'appelle cette amie et je dis, viens d'urgence me voir. Je lui pose 7 abeilles sur la cicatrice même. Et ben, le lendemain, elle n'avait pas besoin d'aller chez le médecin. Parce que cette cicatrice qui, depuis 3 semaines, ne cicatrisait pas, était cicatrisée en quelques heures. Donc ça, c'est vraiment cette action. Et puis, peut-être même, je vais toucher le moment de ma rencontre avec cette pratique. Ça va être peut-être intéressant parce que comment j'ai découvert pour moi-même la pratique de piqûre au venin d'abeille. J'ai d'abord expérimenté ça sur moi-même. J'étais maman donc allaitante. C'était mon 4e enfant et j'ai eu une idée un petit peu à côté de la plaque d'aller labourer la terre un petit peu dans les courants d'air printaniers. Et donc, j'ai attrapé ce qu'on appelle l'inflammation du sein ou des canaux, donc, des glandes lactaires, c'est ça, la mastite. Et donc, c'est quand le sein durcit, extrêmement douloureux, voilà. Et donc, moi, comme j'étais déjà, je me soignais toujours et mes enfants avec des produits naturels, j'ai essayé tous les produits naturels, le chou avec du miel quand même, le chou blanc, les compresses. Ensuite, je me souviens, comme je viens de Russie, la vodka avec le blanc d'œuf. Je mettais aussi des compresses comme ça. Et finalement, ça revenait d'abord au bout d'1 mois. Donc, je me suis soignée de façon naturelle. Au bout d'1 mois, ma mastite est revenue. Je me suis soignée de nouveau de façon naturelle. Au bout de 15 jours, ma mastite est revenue. Et après, au bout d'1 semaine, et j'en souffrais. J'avais 40 de fièvre. Bon, mon bébé buvait juste du lait chaud, ça lui faisait pas grand-chose, mais moi, je souffrais beaucoup. Jusqu'à ce qu'une amie ostéopathe m'a dit, mais Marina, tu as les abeilles dans le jardin. Prends quelques abeilles et fais-toi quelques piqûres directement sur les endroits, sur le sein. Je me souviens, j'ai fait 3 piqûres, j'ai oublié pour toujours ce que c'était la mastite. Donc voilà, j'ai commencé ça par moi-même et j'ai continué sur ma famille, voilà, mes garçons qui en grandissant, grandissaient trop vite, qui avaient des problèmes aux genoux, des douleurs aux genoux. Donc ça aide de façon magnifique. Voilà un petit peu de mon expérience personnelle et pas seulement. Merci pour à la fois partager ton expérience et aussi le savoir. Hein. On parlait tout à l'heure de conscience, de faire avec aussi la science. Et donc, c'est vrai que toutes les recherches en apithérapie nous montrent toutes les propriétés de toutes ces substances qui sont élaborées ou récoltées par les abeilles. Et c'est en effet une source inépuisable d'émerveillement de voir cette pharmacie en fait qui est là et à notre disposition. Et donc, un grand merci pour ce partage et pour conclure un petit peu notre entrevue qui pourrait encore continuer plusieurs heures. Hein. Donc peut-être on aura l'occasion peut-être de faire un live au moment du lancement de cet événement, fin novembre, début décembre, on verra si c'est possible ou pas. Mais voilà, j'aimerais pour le mot de la fin te donner la parole et peut-être voilà de parler un petit peu de tes projets futurs au sein de ces 3 associations, de qu'est-ce que tu aurais envie de partager à tous celles et ceux qui vont nous écouter, donc que ce soit vis-à-vis de vos activités ou vis-à-vis de ce qu'ils pensent important à transmettre voilà, ici et maintenant vis-à-vis de tous ces enjeux en fait de cette relation au vivant, de cette coopération avec les abeilles et de ce respect de la nature dont nous faisons entièrement partie. Oui, bien sûr, nous allons continuer notre travail dans toutes nos associations. J'espère beaucoup que de nouvelles personnes vont rejoindre notre association Donnons la parole aux abeilles, qui est une association d'ampleur nationale. Et bienvenue tous ceux qui veulent œuvrer pour l'abeille dans le cadre de cette association. Bienvenue pour tous ceux qui veulent découvrir l'apiculture naturelle, que ce soit dans le cadre de notre association Apivital en formation, pour faire des formations chez nous, ou
bienvenue dans notre rucher participatif avec vos enfants, vos familles, pour découvrir la vie de l'abeille. Bienvenue dans notre domaine de la chouette aussi, où nous conjuguons l'approche respectueuse de la nature aussi avec l'art, mais avec l'art qui a des valeurs. Donc, bien sûr, tout ça, nous allons continuer. Et peut-être sur le mot de la fin, j'aimerais de nouveau mettre en valeur quelques éléments que je trouve importants dans cette approche naturelle envers l'abeille. Je pense que c'est d'abord le respect pour le vivant. C'est ce qui doit nous guider en fait, parce que nous sommes des êtres vivants. Nous vivons dans un milieu naturel, même si c'est une ville, mais c'est quand même un milieu qui est mis par notre disposition par la nature. Donc ce respect pour le vivant, je pense que ça peut être un leitmotiv pour nous dans tout ce que nous construisons dans notre vie. Le respect aussi envers l'être de l'abeille à travers la considération de la sagesse de cette création, de la beauté de cette création. Je pense que quand nous prenons conscience de la beauté, de la sagesse, par exemple, même dans l'être humain, quand nous voyons quelqu'un et nous nous disons « mais c'est un être beau, c'est un être sage », à partir de là, nous ne pouvons que avoir du respect par rapport à cet être. Donc, je pense que le respect, c'est un mot qui est très important pour moi. Et en ce qui concerne l'apithérapie et le choix de certains procédés, je pense que le mot ou l'expression le bon sens, ça a aussi de l'importance pour moi. Avoir le bon sens, c'est-à-dire mener votre pensée jusqu'au bout de l'observation ou jusqu'au bout de comprendre le concept dans son tout, c'est-à-dire cette approche holistique vraiment de remettre que ce soit l'abeille dans un essaim, l'essaim dans son espace naturel où il se trouve, etc. De voir vraiment quelle force d'interaction se trouve entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur, et de le faire avec le respect et bien sûr l'amour. Voilà. Un grand merci. Je vais pas rajouter grand-chose parce que je pense que tout est dit, et je te remercie très chaleureusement pour ta contribution, pour ce partage, pour tout ce que tu as apporté et qui, j'espère, vont susciter beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion pour le respect de l'abeille et de sa coopération. Merci beaucoup à toi, Marina, et à très bientôt. Merci, Vincent. Merci.